Alors, bonsoir à tous et à toutes. Donc, je vous remercie d'être avec nous ce soir pour cette conférence sur le Canada. Alors, je m'appelle Maëlie Chanu, je suis la responsable du pôle international de NATS de Neoma Reims. Donc, ce soir, nous vous convions pour une conférence sur le Canada, donc un échange au Canada, est-ce que ça vous dit? Donc, cette conférence, elle vous est proposée par le pôle international du NATS de Reims, mais nous sommes en partenariat avec Neoma Rouen et je salue tous ceux de Rouen, évidemment. Alors, cette conférence, elle s'applique principalement au Canada, mais dans une certaine mesure, elle peut s'appliquer aux États-Unis, notamment concernant les VIE, que nous parlerons dans un instant. Alors, ce soir, nous avons convié 4 intervenantes que je vais présenter très rapidement. Donc, ils vont nous parler de tout ce qui est relatif à l'immigration au Canada, donc les différences culturelles, donc qui peuvent être pertinentes, notamment de citer lors d'un entretien, par exemple, le VIE, les visas, les universités, par exemple, qui nous concernent tous. Alors, je remercie très chaleureusement nos 4 intervenantes pour leur disponibilité et leur temps. Donc, à la fin, il y aura un temps de questions, mais vous pouvez poser vos questions tout au long de cette conférence. Nous allons les marquer et après, vous pourrez les poser. Donc, tout d'abord, je vais présenter rapidement Iris Pigelot, donc, qui travaille en communication et en marketing et qui va vous parler principalement de l'opportunité du VIE. J'accueille aussi Julie Meunier, qui est la cofondatrice et chargée de communication chez Bévétiste, qui est la spécialiste, je vais dire, du programme EIC, donc qui est le permis de travail pour le Canada. Et enfin, ensuite, Angela Spadaro, qui est responsable RH et qui va vous parler principalement des différences culturelles entre la France et le Canada. Et enfin, Solène Daher, qui est étudiante à Neoma en master, donc comme nous, et qui va vous parler de son expérience échange au Canada. Donc, je vais tout d'abord laisser la parole à Iris. Alors, attendez, parce que il y a juste un problème sur... C'était bon. Iris, donc du coup, tu peux commencer. Si tu arrives à tout connaître. Alors, je vais commencer par me unmuter. C'est bon, vous m'entendez bien là? C'est parfait. C'est parfait. Ok, super. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir pour parler du Canada et parler un peu carrière. Et souhaite remercier du coup en premier lieu les organisateurs pour l'invitation. Alors, du coup, moi, je m'appelle Iris. J'ai eu 32 ans dimanche et j'ai déménagé au Canada il y a presque un an. Et pour vous en dire un peu plus sur moi-même, je suis issue d'un master en business international, donc Neoma. Moi, j'étais côté Rouen quand j'ai été diplômée et j'ai commencé à travailler en France en tant que marketing manager pendant 4 ans à Paris pour un organisme de certification très spécifique. Et j'ai ensuite voulu donner un tournant, enfin une dimension un peu plus internationale à ma carrière. Et c'est à ce moment-là que j'ai décroché un volontariat international en entreprise chez Schneider Electric, donc en Chine, à Shanghai. Rien à voir avec le Canada. Mais c'est ce qui a construit un peu mon chemin vers le Canada. Donc, en Chine, j'ai été embauchée en tant que Global Communication Specialist. Donc, où j'ai fait 2 ans et ensuite, c'est un peu posé la question. Donc, je vais vous parler un peu plus en détail des VIE après, mais en fait, c'est maximum 2 ans. Donc, il faut commencer à réfléchir à ce qu'on veut faire après, on va dire, directement après la première année. Et j'ai souhaité poursuivre en fait ma carrière à l'international. Et c'est là que j'ai cherché une nouvelle opportunité. Avec beaucoup de réseaux, un peu de chance, j'ai pu trouver donc chez Schneider toujours une mobilité internationale à Toronto, au Canada, en tant que Experience Partner North America. Donc c'est le poste que j'occupe aujourd'hui. Donc juste pour situer un peu qu'est-ce que ça signifie User Experience Partner. En fait, ça consiste vraiment en deux casquettes. La première, ça va être concernant toute une partie concernant l'amélioration continue. Donc vraiment collecter la voix de nos clients internes sur nos applications digitales RH. À travers enquête de satisfaction, focus group, pas mal de statistiques de reporting aussi,
pour identifier en fait les obstacles qu'ils rencontrent donc sur nos outils, sur nos applications digitales. Et ensuite, rapporter ces feedbacks aux équipes projet pour mettre en place en fait de l'amélioration continue et pour in fine améliorer l'expérience de nos clients internes. Donc ça, c'est la première casquette vraiment. Et la deuxième, ça va concerner tout ce qui est conduite du changement. Donc lors de déploiement de nouveaux outils, de nouvelles applications digitales, en fait, construire tout ce qui va être plan de communication, matériel de training, de formation, des outils de support, afin que la transition en fait de nos clients internes se passe au mieux et que ce changement soit accepté par nos employés. Donc ça, c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc voilà pour la petite présentation très rapide. Et j'espère que c'était pas trop compliqué, mais en tout cas, si vous avez des questions et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Et alors moi, il y avait deux thématiques sur lesquelles je voulais partager avec vous. Ça va être vraiment mes premières impressions au Canada, parce que comme je l'ai dit au tout début, ça fait seulement 1 an que je suis arrivée au Canada, donc un peu mes premières impressions. Alors, à noter que c'est aussi en temps de Covid, en temps de pandémie, donc à prendre aussi avec des pincettes. Et la deuxième, ça va être de vous parler un peu plus du VIE et de l'opportunité que ça peut être lorsque vous sortirez d'école de commerce et que vous chercheriez votre première expérience professionnelle et potentiellement, du coup, à l'étranger. Du coup, on va pouvoir passer sur le prochain slide. Attends. Là où tu veux le prochain Voilà, du coup, là, ça, c'est vraiment le titre. Donc, on peut passer directement au prochain. Alors, du coup, j'ai commencé par le VIE et c'était pas celui-là par lequel je voulais commencer. Alors, je me demande, du coup, s'il y a peut-être eu un changement. Est-ce que si tu vas au prochain slide… Alors, du coup, il y a un peu de spoiler. Le prochain, encore. Alors, je pense qu'il y a eu un micmac, parce que du coup, ma première partie n'est plus là. Ah. J'ai pas revérifié. Je pense que comme on a tous collaboré sur la même entrée, il y a peut-être eu un petit. Est-ce que sinon, est-ce que tu veux commencer par le VIE et ensuite, ou tu préfères commencer d'abord par les expériences je pense qu'en fait, mon slide n'est même plus là, en fait, parce que je vois qu'après, c'est Julie. Mais c'est pas grave, sinon, c'était vraiment juste des mots-clés que j'avais mis, donc je peux en parler sans slide. Donc, en fait, moi, c'est vraiment l'idée de vous faire part de mes premières impressions, c'est de vous donner, en fait, envie de faire un échange au Canada ou potentiellement une première expérience professionnelle là-bas. Donc, comme j'ai dit, ça fait seulement 1 an que j'y suis, mais je trouve que ce pays, il est assez spectaculaire sur plein de pans. Et juste avant de livrer mon témoignage, je voudrais préciser que donc moi, je suis basée en Ontario, à Toronto. Et c'est vrai qu'en fait, le Canada, c'est un pays un peu comme les US où c'est assez gouverné, on va dire, par région. Donc, d'une région à une autre, ça peut être potentiellement différent. Donc, voilà, prendre en compte que c'est vraiment une expérience en Ontario sur Toronto, et donc ça peut être différent si vous allez par exemple au Québec ou autre part au Canada. Alors moi, du coup, ce que j'ai pu noter jusque-là, j'ai fait 2 parties. Donc j'ai fait une partie plus sur le plan personnel et une partie plus sur le plan professionnel. J'ai comparé un peu par rapport à mon expérience que j'avais eue en France. Et c'est vrai que au Canada, il y a un vrai concept du work-life balance. Moi, j'ai été un peu surprise au début, enfin, en plus, surtout venant de Chine à l'origine. En fait, les Canadiens ont assez peu de congés, enfin, on va dire, par rapport à la France. Et c'est vrai que, enfin, je pense que par rapport à la France, il y a aussi beaucoup d'autres pays qui ont moins de congés. Ils en ont combien du coup est-ce que tu peux nous donner? Alors, il me semble que c'est 10 jours. Ah oui, c'est une dizaine de jours par an. Alors après, ça va dépendre vraiment de l'entreprise dans laquelle vous êtes, parce qu'il y a un minimum, on va dire, réglementaire.
Par exemple, moi, chez Schneider, aujourd'hui, j'ai 20 jours par an. Ok. Donc, en fonction de l'entreprise dans laquelle vous êtes, ils vont… Alors, il y a un écho énorme. Je pense que Maëlys, sur ton micro. Je pense que c'est ça. C'est mon micro? c'est bon, là? Là, c'est bon, OK. Donc voilà, en fait, ça va vraiment dépendre après de l'entreprise dans laquelle vous êtes, etc., et de la politique globale que eux suivent en termes de bénéfices. Mais voilà, il y a vraiment cette culture, moi j'ai trouvé chez les Canadiens en Ontario, où il y a ce côté, on prend du temps pour sa famille, ses amis. Les horaires de travail sont plutôt bien respectés. Donc, ils vont plutôt potentiellement commencer tôt et finir tôt et prendre du temps pour leur cercle social suite à leur journée de travail. Pour la petite anecdote un peu drôle, c'est vrai que moi, quand je suis arrivée au Canada, je mettais souvent des calls et des meetings à mes collègues à 16 heures. Et en fait, souvent, mes meetings étaient refusés ou alors déplacés sur d'autres horaires. Et en fait, on m'a dit au bout d'un mois que ça se faisait pas trop au Canada, enfin, du moins en tout cas dans mon entreprise, c'était pas trop le mindset. C'est-à-dire qu'en fait, à 16 heures, on n'est plus en meeting. Alors, ça ne veut pas dire qu'on s'arrête de travailler à 16 heures. Hein. On peut continuer à bosser sur des sujets, on va dire, plus de fond, etc. Mais on n'est pas forcément censé être en meeting à 16 heures. Donc voilà, je pense que ça illustre très bien le côté un peu work-life balance qu'on peut trouver au Canada. J'ai trouvé aussi qu'il y avait une vraie autonomie et un vrai climat de confiance qui était instauré dans le travail, dans la collaboration. J'ai vu assez peu de micromanagement. Les employés, je trouve que les employés et puis pour avoir échangé aussi avec des gens qui travaillent dans d'autres boîtes, sont assez encouragés à prendre des décisions, à exprimer leurs opinions et ouais, il y a vraiment un climat, je trouve, de confiance qui est du coup assez agréable quand on travaille et quand on collabore avec différentes personnes. Pareil, je parle de collaborer. La collaboration, en général, est assez facile. Moi, j'ai trouvé, il y a une sorte d'entraide naturelle, de bienveillance qui est, qui amène de l'efficacité, je trouve, dans le travail et de la simplicité que je trouve assez remarquable, du moins au Canada, et que j'ai pas forcément trouvé autant, du moins à ce niveau-là, dans d'autres pays comme la France ou la Chine. Je voulais parler aussi des salaires et des augmentations salariales. Moi, j'ai pu noter, en tout cas cette année, et pareil en échangeant avec d'autres collègues et d'autres étrangers en fait qui travaillent au Canada, les salaires sont… Alors, ce qu'il faut savoir aussi, hein, c'est que par exemple au niveau de la retraite, on n'est pas forcément aussi bien loti qu'en France, etc. Donc, il y a des bénéfices, on va dire, qui s'additionnent et qui se soustraient. Mais en termes de salaire, c'est vrai qu'on est plutôt bien loti, je trouve. Et en termes d'augmentation salariale, moi, de mon expérience, c'est vrai qu'en France, c'est toujours un peu la croix et la bannière pour se faire augmenter, même si la performance est là. Et il y a toujours un peu des quotas, il y a toujours une discussion assez tendue, on va dire, moi, je trouve, en France. Et c'est vrai qu'au Canada, j'ai l'impression que c'est plus simple. Et alors, je crois il y a un impact direct, en fait, c'est qu'en termes de cotisation patronale, les employés sont moins taxés, par exemple, qu'en France. Pardon, les patrons, donc l'entreprise, et va être moins taxé qu'en France lorsqu'il y a ces augmentations de salaire. Donc, ça peut être une des raisons qui explique le pourquoi du comment aussi. Et j'ai un dernier point. Oui, concernant le visa de travail au Canada. Alors, je sais que je crois qu'il y a un chapitre dédié par un des intervenants à la suite. Mais c'est vrai que moi, pour la petite anecdote, comme je bossais sur l'Amérique du Nord, en fait, j'avais un peu le choix d'être basée soit aux États-Unis, soit au Canada. Et en fait, quand j'ai été relocalisée, on m'a dit tout de suite, alors avec la pandémie, plus Trump au pouvoir, les US, ça va être compliqué pour que tu obtiennes ton visa.
Pourquoi tu n'irais pas passer quelques années au Canada? Ça sera plus simple. Et c'est vrai qu'en fait, le fait de parler français, pas forcément d'être français, hein, mais vraiment de maîtriser le français, c'est vraiment un plus en termes des points que tu dois avoir pour pouvoir faire une demande de visa, de work permit. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Canada est en manque de talents, enfin de talents qualifiés, on va dire. Et donc, ils importent pas mal de talents. Et voilà, parler français, c'est un vrai atout, je pense, pour s'expatrier au Canada. Mais je vais pas en dire plus parce que je ne voudrais pas faire du spoiler sur la partie qui est à venir. Sur le plan personnel, moi, j'ai trouvé, pour le coup, je trouve que vraiment le Canada, du moins en Ontario, encore, hein, je mesure mes mots, mais que c'est vraiment une terre du multiculturalisme. Il y a vraiment une variété des cultures incroyable. Ce qu'il faut savoir, c'est que le pays s'est construit sur plusieurs vagues d'immigration et du coup, il y a vraiment un brassage culturel qui est visible au quotidien, que ça soit dans les langues parlées, dans la cuisine, dans l'art de vivre, l'ouverture d'esprit des Canadiens. Enfin, vraiment, on voit que ces influences diverses sont présentées à toute échelle et du coup, ça crée une ambiance vraiment de partage, d'ouverture d'esprit et c'est très agréable. Ça rend du coup le pays très. Enfin, moi, j'ai vraiment été bien accueillie au Canada, alors que bon, on était en pandémie, donc c'était forcément un climat compliqué, mais les Canadiens en général, les étrangers, il y a une vraie communauté, c'est très inclusif, et je me suis vraiment sentie bienvenue. Autre chose, du coup, de part de je pense, de ce multiculturalisme, c'est que c'est assez facile de rencontrer des gens. Bon, après, il faut se donner les moyens hein, aussi, sortir de sa zone de confort, aller dans des événements. Mais il y a pas mal de communautés, il y a beaucoup d'activités organisées et surtout sur Toronto, qui est une ville très, très cosmopolite. Voilà, c'est vraiment accueillant. Les gens sont très ouverts à rencontrer de nouvelles personnes. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un plus parce que voilà, quand on arrive dans un pays, c'est pas forcément toujours facile. Et par exemple, contrairement à la Chine, j'ai trouvé que c'était vraiment facile. Ouais. Bon, après, il y a la barrière de la langue aussi qui fait que, je pense, ça simplifie la chose quand on a une langue commune, qui est l'anglais. Mais voilà, du coup, ce que je voulais dire un peu sur tout ce côté multiculturel, inclusif et vraiment un gros mélange des cultures. Au Canada, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a un grand respect des règles, des personnes, de l'environnement. En France, on est très, très loin de ce respect, je pense. Donc, ça peut être un peu surprenant au début, mais en fait, c'est assez agréable à vivre au quotidien. Et le dernier point que je voulais évoquer, du coup, c'est vraiment la nature qui est à quelques pas. Je pense où qu'on soit au Canada. Et puis vraiment, il y a un phénomène au printemps, en été, en fait, dès que les beaux jours arrivent, et puis dès que les températures remontent, il y a vraiment une culture de profiter dehors, en fait, de profiter de l'extérieur, de faire du sport, de prendre l'air, bon. On sait pourquoi quand l'hiver arrive, mais du coup, c'est vraiment très agréable et c'est aussi très propice, je pense, aux échanges et aux rencontres de ces personnes, puisque tout le monde est dehors dès qu'il fait beau, quoi. Voilà concernant un peu donc mes premières impressions. Encore une fois, donc c'est très lié à l'Ontario, hein, mais ça peut donner un peu une idée et je pense que ça peut donner un peu envie et de se projeter là-bas. Je ne sais pas comment je suis niveau timing là. Oui, il faudra peut-être passer au VIE parce que sinon on va être un peu short. Pas de souci, pas de souci, pas de souci. Mais c'était vraiment intéressant, il n'y a pas de problème. Super. Alors, du coup, ouais, concernant le VIE, donc moi j'ai fait un VIE en Chine, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, alors on peut passer à la slide prochaine. Ouais, voilà, exactement. Est-ce que déjà tu peux nous dire ce que c'est un peu peut-être le VIE, juste une petite définition? Ouais, donc en fait, VIE, ça va être donc c'est littéralement volontariat international en entreprise. Donc en fait, il y a VIE et VIA, donc soit en entreprise, soit en administration, où ça va être plus lié vraiment
sur des postes, on va dire, sur l'administration française. Donc, pas mal, par exemple, dans tout ce qui va être recherche études de marché pour que les entreprises puissent venir, les entreprises françaises, oui, puissent venir s'implanter à l'étranger, donc dans tous les pays hors France. Et en fait, le VIE, c'est vraiment l'opportunité de partir à l'étranger pour travailler entre 6 à 24 mois. Donc, il y a différentes durées, donc en entreprise ou en administration française. Ça va être très ouvert puisqu'en fait, les entreprises vont recruter dans énormément de secteurs d'activité et parmi beaucoup de métiers. Donc, on va retrouver le marketing, le commercial, mais aussi tout ce qui va être contrôle de gestion, comptabilité, finance, RH, juridique, ingénierie, R&D, production. Enfin, voilà, c'est vraiment, on peut vraiment trouver tous les métiers. Ça va être vraiment l'occasion d'avoir une opportunité, on va dire, pour les jeunes. Parce que donc ça, c'est un programme où on peut partir il faut avoir entre 18 et 28 ans. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'on parte en mission avant la veille de ses 29 ans. Et pour la petite anecdote, moi, j'avais regardé un peu à chercher hors VIE, à aller travailler du coup à l'étranger, mais hors VIE, du coup en contrat local. Et en fait, c'est assez compliqué parce que quand on sort d'école, enfin même après 5-10 ans d'expérience, on reste toujours, on va dire, pas forcément expert de son domaine. Puis en plus, moi, je suis dans un domaine assez généraliste. Et donc, finalement, les entreprises vont embaucher plutôt quelqu'un de local, où ça va leur coûter potentiellement moins cher, ça dépend de là où on est aussi. Mais en termes de visa, en termes de work permit, etc., ça va être beaucoup plus simple pour eux. Et le VIE, c'est vraiment quelque chose, donc pour cette tranche d'âge, donc on reste dans les jeunes et du coup ceux qui viennent d'être diplômés ou qui ont été diplômés récemment. Et du coup, ça crée aussi forcément moins de compétition. Aujourd'hui, je crois que c'était dans ma slide préférence, mais on a, pour vous donner un ordre d'idée, je crois qu'on est à 7000 VIE qui sont en mission actuellement alors, c'est pas mais en tout cas, au niveau du nombre de pays proposés, ils sont à 184 pays. Donc, vous voyez, on peut vraiment trouver une opportunité là où le cœur nous en dit. Alors, pour le Canada, je l'ai mis sur le côté. Là, il y a des petites précisions, des prérequis. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que le VIE, ça va être vraiment des accords France et le pays qui accueille. Donc, en fonction du pays, ça va pas être les mêmes prérequis pour le nouveau diplômé qui va être envoyé là-bas. Donc, au Canada, ce qu'il faut savoir, et je pense que ça peut être important de le savoir avant de partir en échange aussi, parce que peut-être que certains, lors de leur échange, veulent aussi trouver un boulot, un petit boulot à côté ou autre. Il ne faut pas avoir eu d'activité professionnelle rémunérée au Canada et pas avoir déclaré à l'administration fiscale canadienne. Pardon. Donc, ça, c'est à noter. Encore une fois, les prérequis pour les US vont être différents. Les prérequis pour la Chine vont être différents. Donc, je vous invite vraiment, si c'est quelque chose qui vous intéresse, à aller sur le site directement de Business France. Et je pense que Maëlys, on pourra le mettre sur le chat aussi. Directement, vous avez toutes les informations là-dessus. Donc, je pense que ce qui peut… ah oui, donc un dernier point, en fait, qui va vraiment… il n'y a pas vraiment on va dire, de candidature suprême pour pouvoir décrocher un VIE. Ce qui va vraiment primer, ça va être votre sens des responsabilités, votre capacité d'autonomie, votre adaptabilité, bien sûr, parce que quand on va dans un nouveau pays, forcément, il faut vouloir s'adapter aussi, et surtout votre motivation à aller travailler à l'international. Donc, c'est vraiment, je pense, à la portée de quiconque, et c'est vraiment un tremplin professionnel. Donc, je vais accélérer un petit peu sur les avantages des VIE. Ils sont nombreux. En fait, on va vraiment… donc, c'est une façon de partir, comme je l'ai dit, à l'étranger, travailler à l'étranger en étant sécurisé et accompagné donc, par Business France, donc par un corps organisme de l'État français. C'est aussi donc un programme conçu pour les jeunes, donc vraiment adapté. Ça vous permet de partir et du coup d'avoir une expérience à l'étranger et de maîtriser une langue étrangère. Donc souvent soit l'anglais, soit même la langue locale. Il y en a qui se mettent à apprendre la langue locale. Donc je pense que ça peut être vraiment un plus après pour son CV plus tard.
Ça vous aide aussi on va dire que ça maximise les chances de trouver un emploi stable après mission. Ce qu'il faut savoir, c'est que les VIE, en termes de pourcentage, sur l'ensemble des gens qui partent en VIE, 92% de ceux qui sont envoyés en mission ont une proposition d'embauche à la suite de leur VIE. Donc 92%, c'est quand même pas négligeable. Ensuite, c'est vraiment une expérience qui va vous permettre de progresser professionnellement rapidement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en VIE, souvent, par rapport à un poste en France, on va avoir un périmètre de responsabilité souvent plus grand ouais, plus de responsabilités, plus de décisions à prendre. Donc, dans un environnement aussi, je pense, qui évolue plus vite. Donc, c'est vraiment, pour ceux qui recherchent des responsabilités, qui recherchent à apprendre vite, c'est vraiment un moyen de monter en compétences rapidement. En termes des indemnités, et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut intéresser, qui n'est pas négligeable. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on part en VIE, en fait, on est rattaché, c'est comme si on travaillait pour l'entreprise en France. Donc, en fait, on va continuer d'être payé en euros. Donc, ce qui est plutôt pas mal parce que du coup, en termes d'inflation dans certains pays, de la monnaie qui fluctue, on va pas du tout être impacté. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tous les quarters, l'indemnité qu'on reçoit va être réévaluée en fonction du coût de la vie aussi. Donc, logiquement, quand on part 2 ans, on est à peu près assuré d'avoir le même pouvoir d'achat qu'on a à l'origine quand on arrive. Un gros avantage, c'est que les indemnités sont non imposables. C'est-à-dire que pendant la durée de votre mission, vous ne payez pas d'impôts et vous continuez de cotiser pour la retraite. Vous partez aussi avec un package, donc vous avez le billet d'avion aller qui est payé, le billet d'avion retour. Vous avez je crois une enveloppe de à peu près 2 000 € pour déménager. Et après, vous avez des bénéfices qui vont s'ajouter en fonction de l'entreprise qui vous embauche. Donc, ça peut être vous aider à trouver un logement, ça peut être vous payer l'hôtel quand vous arrivez pendant les 2 semaines à venir, etc., etc. Donc, voilà, vous êtes normalement vraiment accompagné par une structure. Et c'est vrai que du coup, c'est aussi plus simple de partir à l'étranger quand on a cet accompagnement et c'est moins le stress, on va dire. J'ai regardé, du coup, je me suis renseignée pour Toronto, par exemple, pour vous donner un exemple d'ordre d'idée de salaire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les salaires sont indexés sur chaque ville, sur chaque pays. Donc, vous allez, en fonction du pays où vous allez, de la ville dans laquelle vous êtes envoyé, vous allez avoir un salaire différent. Pour Toronto, on est à 2 380 net, donc exempt d'impôts. Ça donne un ordre d'idée. Mes 3 derniers points, et j'ai quasiment fini pour redonner le flambeau à Maëlys et aux prochains intervenants. Donc, comme je l'ai dit, c'est vraiment une opportunité qui va vous faire gagner en maturité très, très vite parce que forcément, on est obligé de sortir de sa zone de confort. Alors, je vous le dis, franchement, c'est pas facile tous les jours. Encore une fois, tout dépend du pays où on va. Si on va en Chine, si on va en Belgique, si on va au Canada, l'expérience sera différente. Mais forcément, on est en dehors de sa zone de confort et du coup, il y a beaucoup d'adaptation, beaucoup de résilience aussi. Et ça fait qu'en fait, on apprend au quotidien et d'une manière exponentielle, que ça soit dans la vie pro ou dans la vie perso au quotidien, de par des gens qu'on rencontre, des relations qu'on se fait, etc. Opportunité pour découvrir aussi et s'ouvrir à de nouvelles cultures, donc s'enrichir, ça rajoute, ça s'aligne sur mon point précédent. Et le dernier point dont je voulais parler, c'est construire son réseau. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous partez aussi en VIE, vous avez souvent une communauté de VIE locale, donc dans le pays où vous êtes ou même dans la ville où vous êtes. Et donc, ça permet de rencontrer de nouvelles personnes professionnellement. Il y a souvent des after-work qui sont organisés entre VIE, etc. Vous n'êtes pas laissé tout seul. Et c'est aussi un bon moyen d'agrandir rapidement son réseau pro et perso en arrivant. Et voilà, je crois que j'ai éclaté le timing, mais c'est pas grave. Mais je pense que vraiment, ce qui est important à retenir, c'est que c'est vraiment une opportunité, je pense, pour les stages de 6 mois, donc de l'année prochaine, parce que là, donc, en pré-master, c'est 3 mois, et aussi pour son réseau. Donc voilà, je pense que c'était juste pour conclure sur ça, avant que je laisse la parole à Julie, qui va d'abord se présenter.
Bonsoir tout le monde. Alors moi je m'appelle Julie, j'ai fait 2 PVT, un PVT au Canada et un PVT en Australie. Et rassurez-vous, je vais vous expliquer ce qui se cache derrière le PVT. Vous voyez sur ma page de présentation que je parle du programme EIC. Et en fait, EIC, c'est quelque chose qui englobe 4 permis pour les Français, le PVT, le VIE, le permis stage pour ceux qui veulent faire un stage au Canada et le permis jeune professionnel. Donc, c'est une initiative qui s'appelle EIC parce que le Canada a décidé de regrouper ces 4 permis qui autorisent à aller travailler au Canada parce qu'ils sont plus faciles d'accès que les autres permis de travail. Je vais revenir là-dessus. Moi, je travaille sur un site que j'ai cofondé qui s'appelle pvtis.net, qui est un site d'information qui est gratuit et qui donne de l'information sur le PVT. Donc, je sais que c'est pas forcément le sujet du jour, mais il n'y a pas que le Canada comme destination PVT. Il y en a encore 15 autres, notamment l'Australie, l'Argentine, le Japon, la Nouvelle-Zélande ou encore le Brésil, par exemple. Donc, si jamais un jour le concept du PVT vous intéresse, mais que c'est pas forcément le Canada qui vous intéresse ou que vous voulez avoir accès à un PVT plus facile d'accès, là aussi, je vais revenir sur la façon dont on demande un PVT Canada. Notez qu'il y a d'autres pays disponibles. Voilà, donc on va pouvoir passer à la slide suivante. Alors, donc EIC, ça veut dire Expérience Internationale Canada, et donc ça englobe les 4 permis que je vous ai mentionnés juste avant. Le permis vacances-travail, le PVT, c'est celui qui vous laisse le plus de liberté. Donc, en gros, c'est un permis que vous obtenez sans même avoir trouvé un employeur au préalable. Vous partez au Canada pendant une durée maximale de 2 ans et sur place, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez voyager, vous pouvez travailler, faire du bénévolat, du volontariat, prendre des cours d'anglais, etc. C'est vraiment quelque chose de très, très souple. Ce qu'il faut préciser avant, pour bien comprendre l'intérêt du PVT, c'est que je crois que tout à l'heure, Iris le précisait, quand on veut partir au Canada comme ça pour travailler, c'est pas forcément très simple. Il y a le VIE, le PVT, etc. Mais la règle de base, c'est que si on veut travailler au Canada, normalement, il faut trouver un employeur qui veuille bien nous embaucher, faire des démarches pour qu'on obtienne un permis de travail pour le Canada. Et une fois qu'on obtient ce permis de travail, on a le droit de travailler pour cet employeur uniquement. Ça, c'est la règle de base et c'est pas forcément simple parce que chercher un emploi à 8 ou 10 000 kilomètres de chez soi, sans avoir de réseau, sans être encore sur place, sans avoir d'expérience locale, etc., ça peut être plus compliqué. On va voir par la suite, vu que je vais parler d'autres permis, que c'est quand même envisageable. Mais en tout cas, pour ceux qui n'ont pas de facilité à trouver un emploi à distance ou ceux qui n'ont pas encore travaillé, par exemple, notamment ceux qui sortent d'études, vu que le Canada souvent regarde un petit peu votre expérience professionnelle, le PVT, c'est une bonne opportunité d'aller sur place, d'avoir une adresse et un numéro de téléphone du Canada, de se faire un réseau, de se faire des contacts, de déposer des CV en personne, de peut-être prendre un petit boulot dans un premier temps pour espérer ensuite trouver mieux si on veut travailler dans son domaine. C'est voilà. En gros, c'est un peu quartier libre pendant 2 ans au Canada. Je vais y revenir après, mais le système de sélection est un peu particulier. C'est un système de ronde d'invitation, c'est-à-dire ni plus ni moins des tirages au sort, ce qui n'est pas du tout le cas pour les autres pays du PVT, qui sont beaucoup plus faciles d'accès. Ensuite, on a le permis jeune professionnel. C'est pour partir aussi pendant 2 ans maximum au Canada, mais en ayant trouvé un emploi avant de partir pour obtenir ce permis jeune professionnel qui nous autorisera à travailler uniquement pour cet employeur au Canada. Le VIE, Iris l'a présenté, je ne vais pas revenir dessus, c'est presque la même chose que le jeune pro, sauf que vous n'avez pas tous les avantages qu'elle a donnés à la fin de sa présentation, notamment le fait qu'on ne paye pas d'impôt sur ses revenus, etc. C'est un contrat local, en fait. Le permis stage coop international, comme son nom l'indique, c'est pour faire un stage et c'est 12 mois maximum. Donc maintenant, je vais vous donner un peu les règles générales à la slide suivante sur si vous voulez participer à ces différents permis. Julie, est-ce que pour, par exemple, le permis stage coop, est-ce que, par exemple, il y aurait un minimum de mois, par exemple 3 mois Eh bien, en fait, c'est un maximum. Si vous voulez partir moins, c'est pas gênant. Par contre, c'est vrai que quelque chose que j'avais noté juste après, n'oubliez pas que, enfin, vous le savez peut-être pas, mais que ces permis EIC se demandent une fois maximum chacun. C'est-à-dire que si vous faites un stage au Canada pendant 1 mois en utilisant ce permis-là et qu'un an plus tard, vous voudriez faire un stage de 11 mois ou de 12 mois au Canada, vous avez déjà grillé votre chance en stage coop. Donc, peut-être bien faire attention à, quand vous partez avec un de ces permis-là, à avoir vraiment je dis pas qu'il y a des mauvais projets, hein, même si vous partez que 2 mois, ça peut être les meilleurs 2 mois de toute votre vie. Hein. Je dis juste que c'est toujours bien de savoir que derrière, vous serez plus éligible à ce permis-là.
Ensuite, on va aborder la façon dont vous pouvez participer à ce programme-là. Donc déjà, je ne sais pas si parmi vous, dans votre école, il y a des gens qui ne sont pas français. Notez que pour être éligible à ces programmes-là, il faut être français ou d'une nationalité qui a un accord EIC avec le Canada. Par exemple, les Belges, ils ont EIC, mais ils n'ont que le PVT. Les Suisses, ils ont EIC, mais ils n'ont pas le PVT, ils ont que le stage et le jeune pro. Donc, c'est ça qu'il faut regarder. Et le VIE, pour le coup, je sais que quand on vient de l'Union européenne ou de l'espace économique européen, on peut être éligible. Mais au Canada, quand je regarde un petit peu les différents programmes, je vois le VIE que chez les Français. Il faudra vérifier si jamais vous êtes d'une autre nationalité. Donc, c'est de 18 à 28 ans pour le VIE et de 18 à 35 ans pour les Français en tout cas, c'est pas le cas pour tout le monde, pour les 3 autres permis. Le seul site sur lequel vous devez faire votre démarche, c'est canada.ca. C'est assez facile à retenir et surtout, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de sites frauduleux, notamment quand vous faites des recherches sur Google, les sites d'annonces. Au début, c'est souvent des sites d'organismes qui prétendent être officiels et qui en fait, voilà, je sais pas si on peut mettre le mot arnaque, mais on n'est pas loin. En tout cas, il y a eu des articles dans la presse canadienne à ce sujet-là. Donc vraiment, restez toujours sur canada.ca. Sur notre site internet, donc pvtis.net, on a un tutoriel qui détaille toute la demande pour les 4 permis EIC, mais vraiment toutes les questions, tous les documents, tous les doutes que vous pourriez avoir, on les aborde dans le tutoriel. Donc vraiment, ça peut être une bonne ressource pour vous. Comme je le disais, donc on peut faire une participation à chaque, entre guillemets, à chaque permis EIC, en sachant qu'on ne peut participer que 2 fois à EIC et que c'est forcément stage plus PVT, stage plus jeune pro ou stage plus VIE. On ne peut pas cumuler un PVT et un jeune pro ou un PVT et un VIE, par exemple. Donc là aussi, faites attention, si vous voulez faire le PVT, il faudra faire une croix sur le VIE. Au Canada, en tout cas, hein, vous pourrez faire un VIE ailleurs. C'est important de connaître ces petites règles. Je parlais tout à l'heure de rondes d'invitation. Les rondes d'invitation, c'est toutes les semaines, le lundi soir. Le Canada invite des candidats dans les différents bassins de candidats des 4 permis EIC pour leur dire, c'est bon, toi, tu peux faire une demande. Pour le VIE, pour le stage et pour le jeune pro, généralement, il y a suffisamment de place pour contenter tous ceux qui sont intéressés, sauf si vraiment, peut-être à la fin de la saison, plein de gens sont en train de s'inscrire, en sachant qu'une saison, c'est environ 9-10 mois. Donc là, comme ça a ouvert le 17 janvier, ça a commencé le 17 janvier, ça va sans doute aller jusqu'à septembre, octobre ou peut-être début novembre. Donc, je vous dis pas que sur la fin de la saison, il restera plein de places. Peut-être qu'à la fin, ce sera un peu plus dur, mais globalement, il y a de la place. Pour le PVT, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il y a facilement 3 ou 4 fois plus de candidats que de places parce qu'il n'y a pas besoin de trouver un employeur avant, parce qu'il n'y a pas vraiment de critères de sélection. Ça, je l'ai mis normalement à la slide suivante. Et du coup, le Canada n'a pas d'autre choix que de vous tirer au sort. Donc, les rondes d'invitation pour le PVT, c'est vraiment de la chance. Il n'y a vraiment pas de sélection sur dossier. Donc, il faut s'inscrire si on souhaite partir dans les 12-13 prochains mois. Puisque si on obtient un PVT, on doit impérativement partir sous 12 mois. Donc, si vous êtes tiré au sort maintenant, par exemple, le temps que vous fassiez votre démarche de PVT, vous pourrez tranquillement partir jusqu'à janvier 2023. Et c'est simplement quand vous arriverez au Canada que votre PVT commencera pour 2 ans. Donc, voilà un petit peu comment ça fonctionne pour le PVT. Donc, le nombre de places, je vous les ai mis là sur ma slide. Donc, environ 7100 places pour le PVT. Enfin, c'est même pas environ. Ah, oui. C'est bien pour le PVT au Canada, c'est ça? Exactement, pour le PVT au Canada, 7100 places pour 2022, en sachant qu'il y a déjà 12 800 inscrits, alors que ça fait 10 jours que c'est ouvert. Donc, c'est vrai que faut avoir un plan B, je pense, quand on veut partir au Canada, parce qu'on peut être tiré au sort, mais c'est pas du tout garanti. J'ai connu des gens qui étaient tirés au sort la semaine après leur inscription, et j'ai aussi connu des gens pour qui il a fallu 5 ans d'essai à s'inscrire en début de saison, 5 années de suite pour avoir une place. C'est un peu une loterie. Voilà, donc les autres quotas, plus de 4000 places pour le stage, plus de 2000 pour le jeune pro et 450 pour le VIE. Le prix de ces permis, donc c'est 341 $ pour le PVT et 241 $ pour les 3 autres, en sachant que vous n'avez rien à payer pour être candidat. C'est simplement quand vous recevez une invitation à présenter une demande de la part du Canada que vous allez remplir des formulaires supplémentaires, joindre des documents qui ne sont pas vraiment compliqués en soi et que vous allez payer ces frais. Donc, si vous tombez encore une fois sur un site qui vous demande de l'argent tout de suite, c'est que vous n'êtes pas sur le bon. De toute façon, je vous l'ai dit, c'est canada.ca, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus.
Sachez qu'à l'issue de votre demande, si vous avez été invité à présenter une demande, la dernière étape, c'est de vous rendre soit en banlieue parisienne, soit à Lyon pour faire prélever vos données biométriques, c'est-à-dire votre photo et vos empreintes digitales dans un CRDV, un centre qui est dédié à ça et qui est mandaté par le gouvernement du Canada. À noter également, bon ça peut changer, hein, je sais que ça va être disponible en replay ce live, donc faudra bien vérifier peut-être quand vous regarderez ce live ou quand vous aurez l'intention de partir, mais actuellement depuis le 15 janvier, les seules personnes qui peuvent partir en permis EIC doivent être vaccinées, complètement vaccinées depuis 14 jours. Aujourd'hui, complètement vaccinées, c'est 2 doses. Certainement qu'à un moment donné, ça passera à 3 doses. Et je précise à ceux qui ont eu le Covid plus une dose que c'est pas complètement vacciné au regard du Canada. Et je terminerai ma présentation par répondre à une question qui a été posée. Le PVT, le permis jeune pro, stage et VIE, c'est des permis qui sont multi-entrées. C'est-à-dire que pendant votre séjour au Canada, vous pouvez tout à fait rentrer en France pour Noël ou pour un mariage, ou alors aller en vacances aux États-Unis, au Mexique, à Cuba, où vous avez envie. Simplement, voilà. Si vous partez en période de pandémie, il faudra bien vérifier les histoires d'autorisation, de vaccination et toujours de visa aussi. Si jamais vous avez besoin d'un visa, renseignez-vous bien là-dessus. Mais en tout cas, vous avez le droit de sortir du pays et de revenir au Canada, continuer votre séjour. Voilà. Merci Julie, mais c'est vrai que je pense que c'est vraiment une bonne opportunité, notamment pour les stages, notamment ce que tu as dit, le stage COP, alors si je le dis bien, et oui, c'est ça. EIC. Et je pense que ouais, c'est bien à prendre en compte. Donc maintenant, on va laisser la parole à Angelina, qui va d'abord se présenter aussi. Bonjour tout le monde, merci d'être là, merci pour l'invitation. Je vais juste commencer même s'il n'y a pas la slide. Bonjour, je suis Angelina, je suis un dinosaure du PVT canadien. Je suis arrivée au Canada en 2007. J'ai croisé Julie là-bas. J'ai fait mon master RH, désolée, à l'IAE de Rennes, mais je suis de Reims, si ça vous aide, l'équipe Neoma. Et mais puis, il y a des Rouennais. Il y a une très bonne, à l'époque, il y avait une très bonne équipe de hockey à Rouen. Enfin, c'est pas le sujet. Et puis, après mon master, je suis partie vivre au Canada et j'ai donc fait toute ma carrière RH au Canada. Alors, j'ai un peu une expérience différente d'Iris par rapport à l'environnement de travail. Ce qu'elle a dit, c'est vrai, il y a énormément d'entreprises qui sont sur le bien-être au travail. Ça, c'est une vraie question de culture. Il y a un équilibre travail, vie personnelle. Beaucoup d'entreprises sont vraiment sur du 8 heures, 4 heures parce que les enfants sortent de l'école à 3h30. Donc, il faut vite courir, prendre l'équivalent du RER, j'ai envie de dire. Mais dans mon expérience, j'ai plutôt travaillé pour des entreprises où le work-life balance n'existait pas trop et que j'étais plutôt sur du 10 heures par jour, 10-12 heures par jour. Donc, je pense que ça dépend de la culture d'entreprise que vous choisissez. Mais elle a apporté effectivement des bons points. Le minimum de vacances, c'est 2 semaines par an, donc c'est-à-dire un équivalent de 10 jours. Et c'est là où je vais peut-être du coup je vais peut-être aller tout de suite sur le côté rémunération que Iris a déjà apporté tout à l'heure. Mais ça fait partie, la culture nord-américaine, en tout cas au Canada, quand on parle de ressources humaines et donc de talent, il y a vraiment cette culture d'attirer et de retenir les gens qu'on a en entreprise. Et donc, ils mettent énormément d'efforts parce qu'ils voient les ressources humaines d'un point de vue stratégique. Et donc, ma carrière RH a été très enrichissante parce que je peux dire que j'avais vraiment un impact d'un point de vue humain dans l'entreprise. Tout ce qui était fait était là pour s'assurer que l'employé avait envie de rester dans l'entreprise, que ça passe par la rémunération au niveau des salaires. Alors, le minimum salarial en Ontario, depuis le 1er octobre, est à 14,75, je crois, ce qui fait à peu près 28 000 $, ce qui fait à peu près 22 000 €, quelque chose comme ça. Vous pouvez avoir des jobs d'entrée, d'entry level, je dirais, autour de 45-50 000 $. Mais encore une fois, les prélèvements sont complètement différents. Ils ont une approche différente. Il y a des bonus. Je pense que c'est aussi la prime d'intéressement. C'est comme ça qu'on appelle encore en France. Mais comme ils veulent vous attirer et certaines cultures d'entreprise peuvent vraiment avoir une approche de… j'ai pas mon mot.
excusez-moi, ça m'arrive parfois, de la Une approche. performance. Voilà, performance. Et du coup, ils n'ont vraiment pas peur de motiver les gens avec l'argent. On est en Amérique du Nord. J'ai envie de dire que Toronto, c'est pas appelé le mini New York pour rien. En tout cas, quand on est dans le cœur financier, on sent qu'il y a de l'argent qui se brasse, en tout cas. Et ça peut du coup aller, j'avais un très haut poste, mais mon bonus pouvait s'élever jusqu'à 30%. Donc, autant vous dire que ça me motivait pour atteindre mes objectifs. Et puis, ils regardent aussi tout ce qui est combien de vacances ils vous donnent par an, parce que le minimum, c'est 2 semaines. Mais eux, s'ils veulent attirer les candidats, il faut qu'ils fassent mieux que le concurrent. Et donc, ils vont peut-être avoir 3 semaines ou 4 semaines. Ils vont voir s'ils vont vous donner des journées personnelles. Ils vont voir s'ils vont vous donner des journées maladie. Parce que maintenant, la loi vous donne jusqu'à 3 jours payés. Mais il y a des entreprises qui vont vous donner des journées de maladie. Dans ma dernière entreprise, quand j'ai commencé, on avait 10 jours par an. Ça veut dire qu'après, il fallait qu'on fasse, nous, en tant qu'RH, des analyses pour voir qui utilisait une fois par mois une journée. Mais ce sont des cultures. Ils se sont rendus compte que ça servait à rien. Par exemple, dans mon entreprise, ils les ont enlevés et ils sont partis sur le fait qu'il y a la confiance. C'est exactement ce que disait Iris tout à l'heure. Il y a vraiment un leadership de comment on fait en sorte que les gens donnent de leur mieux, fassent de leur mieux. Bon, il faut tomber sur les bons managers aussi, parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir des très bons managers. Ça, c'est partout dans le monde ou partout dans la vie de tomber sur les bonnes ou les mauvaises personnes. Mais ce côté culture d'entreprise et de bien-être, c'est-à-dire que depuis quelques années, on voit des départements de diversité et d'inclusion se mettre en place. Et il y a ce côté vraiment, c'est ça, on inclut tout le monde et tout le monde a sa place. Bon, ça, c'est bien, c'est politique, c'est dans l'entreprise. Quand je suis partie à Toronto, la raison pour laquelle j'adorais vraiment Toronto, c'était ce côté multiculturel, dans le sens où vous êtes dans le métro et vous avez des gens du monde entier et de tout le monde se supporte, dans le sens où on sent pas d'animosité, même si pour des raisons géopolitiques dans le monde, certaines nations pourraient s'entretuer. Et ça, on ne le voit pas et les gens il y a beaucoup la notion de respect. Et donc, quand on vient au travail, la notion de non-discrimination est très présente. La notion effectivement, de respect, c'est-à-dire que le politiquement correct, je crois qu'on peut, enfin, on finit par faire attention vraiment à chaque mot qu'on dit, de peur de blesser quelqu'un. Alors, bien sûr, il y a les lois antidiscriminatoires, mais c'est au point où, en fait, on devient vraiment sensible à la manière dont la personne pourrait ressentir un mot qu'on a utilisé. Alors, quand je suis partie au Canada, j'ai envie de dire ce que je dis souvent en anglais, I've been tamed. J'ai l'impression d'avoir été un peu domptée parce que je pense qu'on a une culture en France où on dit ce qu'on pense et puis ça c'est cash et puis hop, c'est dit, puis je te dis et puis voilà. Mais en tout cas, quand on arrive au Canada d'un point de vue culture d'entreprise, c'est très important d'apprendre à donner du feedback de manière positive et constructive. Et pas jamais dans le but d'aller écraser quelqu'un ou de faire sentir une personne mal, mais toujours dans le but de l'aider à grandir et d'apprendre. Voilà, je vais rester vraiment sur du high level, mais je voulais vous parler aussi du CV parce que je pense que c'était ma slide qui était basée sur le CV. Alors, je viens de vous parler de lois antidiscriminatoires. Si je ne me trompe pas, il y a 14 ou 15 choses sur lesquelles on n'a pas le droit de discriminer une personne au Canada. Et donc, ça se ressent également sur le CV. On ne met pas de photo. On ne met pas sa date de naissance. On ne met pas son statut marital. On ne met pas si on a un permis de travail. Un permis de travail. On ne met pas si on a un permis de conduire. On ne met pas sa nationalité. On ne met pas son genre. Enfin, on ne met pas d'informations qui ne sont pas pertinentes pour obtenir un emploi. Ensuite, à l'époque, il y a 15 ans, 20 ans, en France, je me souviens, on faisait encore des beaux CV d'une seule page. Au Canada, on met en avant ses réalisations. On met en avant des chiffres. On met en avant ce qu'on a accompli. C'est pas pour dire je fais mieux que les autres, mais c'est plutôt pour donner du contexte et vraiment être capable de démontrer ce qui a été fait concrètement.
Ça, c'est un de mes premiers points. J'ai envie de dire, et ça, je suis vraiment désolée, mais en France, on nous apprend et on va tous à l'école parce qu'il faut avoir vraiment des études et c'est hyper important. Et je pense qu'en France, on a vraiment un très bon système où on a une bonne logique, on a une bonne analyse et que du coup, en entreprise, ça se ressent qu'on a été très, très bien formé. Néanmoins, ils vont pas nécessairement chercher quelqu'un avec un master. Je sais, ça a été un peu la catastrophe toute ma vie, moi qui avais travaillé pour avoir ce master pour faire plaisir à mes parents. Mais ce qu'il y a, c'est que dites-vous que le contexte est en Amérique du Nord, l'université est chère. C'est un vrai investissement et qu'en France, on a la chance, pour certains d'entre nous, de pouvoir aller à l'université et de ne pas avoir à payer. Ce qui fait que la plupart des étudiants vont avoir seulement l'équivalent d'une licence. Et puis, c'est un peu un choix. Si vous n'êtes pas dans un domaine très spécialisé, tu choisis un peu ce que tu veux. Plus ou moins, tu as un major et puis un mineur. C'est très bizarre. Vous pouvez voir des gens qui ont fait, qui avaient le plus de modules ou de cours sur quelque chose de très scientifique et quelque chose de très mineur sur la religion. Puis on ne comprend pas comment ça marche ensemble, mais ça arrive. Donc, j'entends souvent la part de mes clients qui arrivent. Je crois que j'ai oublié de me présenter. Je suis désolée, je vous ferai ça à la fin. Je suis partie et en fait, mes clients me disent Angelina, mais je vais être payée combien? Mais j'ai un bac plus 5 quand même. Oui, mais c'est pas ça qu'ils recherchent sur l'annonce. Ils sont en train de chercher quelqu'un qui a 1 ou 2 ans d'expérience et ils vont regarder ça. Ils vont regarder votre potentiel, ils vont regarder votre envie de réussir, votre envie d'apprendre et d'apporter quelque chose. C'est très bien. Hein. Franchement, comme je l'ai dit, on a un très bon système scolaire et on a appris à penser de manière très logique. Donc voilà, ça c'est un peu pour le CV. Vous pouvez me suivre sur Instagram, je fais des lives, j'ai des workshops. J'ai fait un live avec Julie la semaine dernière où j'ai donné pas mal de conseils. Donc la vidéo est disponible sur YouTube. Je pense que ça peut vous donner beaucoup plus d'informations. C'était une conversation presque d'1h30, donc je peux pas vraiment condenser ça en 5 minutes. Voilà, je pense que je vous ai fait le tour sur les RH. Alors qui je suis? Donc j'ai 15 ans d'expérience RH à Toronto et en 2022, mi-2021, je me suis lancée. J'ai créé ma propre entreprise où maintenant j'aide les candidats à obtenir des emplois beaucoup plus rapidement, soit parce que je les aide à comprendre le marché. Alors, j'ai plusieurs services, mais en gros, je peux faire des coaching sessions qui n'est pas vraiment pour des personnes qui arrivent au Canada, mais plutôt pour des personnes qui sont déjà au Canada, qui sont plus ou moins en reconversion, ou qui cherchent un peu, qui veulent faire autre chose. Mais ce qui est assez populaire, c'est les CV. Donc, je refais les CV ou alors j'ai des workshops pour avoir des prix plus abordables ou plus… Oui, c'est ça. Et je fais aussi de la préparation d'entretien où ça, j'ai 88% de success rate. Et donc, ça, j'en suis super fière parce que du coup, vous travaillez avec moi et boum, vous avez un travail. Donc, c'est un retour sur investissement. Ça, c'est important parce que c'est très nord-américain. Tu payes pour avoir un retour sur toi-même. C'est normal. Et puis, la négociation de salaire. Et puis, par exemple, tout à l'heure, Iris parlait effectivement des bonus et des promotions et des augmentations. C'est en ce moment la revue annuelle de performance. Je dis pas que c'est nécessairement à ce moment-là dans votre carrière qu'il faut parler de votre promotion ou de votre augmentation annuelle, mais en tout cas, c'est le moment de maximiser l'argent que vous allez recevoir via votre bonus. Et donc, tout ça, il y a aussi un process pour le faire correctement parce que là, en France, et dites-moi si j'ai tort, hein, parce que ça fait quand même très longtemps que je suis partie, on fait ce job, on fait ce qu'on a à faire, on sait que c'est ça, et puis on le fait bien, et puis ça paraît juste normal. On fait notre travail. En Amérique du Nord, on décrit ce qu'on fait et ce qu'on apporte à l'entreprise au quotidien. C'est-à-dire que c'est pas juste, oui, je suis payée pour faire ce que tu m'as demandé parce que c'est sur ma fiche de poste. Non, c'est j'ai fait ça, voilà ce que j'apporte. J'ai fait ça, voilà ce que j'apporte. Enfin, pas exactement comme ça, je vous le résume, mais il y a vraiment une manière de montrer
notre plus-value. On est là, on est une vraie ressource et qu'est-ce qu'on apporte. Et si vous faites votre travail comme vous devez le faire sans monter, sans dépasser des montagnes, ça n'a pas l'air français ni anglais cette histoire, mais en tout cas, vous voyez ce que j'essaye de dire. C'est ça qu'il faut démontrer. Et donc, c'est toute cette culture où on est là, on existe et voilà, on fait partie du succès de l'entreprise en fait. Et puis, je vais vous montrer comment. Voilà en gros. Merci beaucoup, Angelina. Je pense que c'est vraiment, si je résume rapidement ce que tu as dit, notamment sur le CV, moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'on ne mette pas, pardon, de photos, en fait, de profil. Ça, pour moi, c'était inimaginable. Et c'est vrai que c'est aussi intéressant, je pense, la différence, les différences culturelles, notamment en entreprise, parce que finalement, le Canada, c'est vraiment, je pense, une opportunité pour aller travailler là-bas, notamment pour le bien-être des salariés, etc. Donc, merci beaucoup pour ton intervention. Et je vais laisser la parole maintenant à Solène, qui va nous parler de son expérience au Canada. Vous m'entendez bien? Alors, on t'entend un peu de loin. Alors, vous m'entendez? Oui, on t'entend, mais un peu de loin. Je ne sais pas si mon ordi travaille. J'espère que ça va aller. Vous m'entendez quand même? Attends, je vais mettre mes AirPods. Ah oui, là, c'est mieux. C'est mieux comme ça? Oui, c'est mieux. Parfait. Ok. Top, désolée. Bon, bonjour à tous. Du coup, je suis ravie d'être ici. Moi, je vais parler de mon expérience à l'étranger, mais en tant qu'échange universitaire, donc ça va être beaucoup plus léger. Pour parler un petit peu de moi, je suis en deuxième année actuellement, je suis en deuxième partie d'année de césure à Neoma, donc je vais rentrer en master 2 l'année prochaine. Je fais une césure dans les ressources humaines actuellement à la République en marche. Donc voilà, et je suis partie, je reviens d'un échange universitaire au Canada, dans l'Ouest canadien. Donc on peut passer à la slide suivante si tu veux bien. Encore ou... Non, c'est top. Du coup, voilà, je suis partie dans l'Ouest canadien tu peux passer à la slide suivante, si, pardon. Sur l'île de Vancouver, donc en face de Vancouver, j'ai mis une petite carte. On a Vancouver, en face, on a une île qui est à environ 2-3 heures en ferry. Et donc, je suis partie à Victoria, qui est la capitale de la Colombie-Britannique, donc une des provinces du Canada. Donc de août à décembre. Là, vous voyez, j'ai mis des petites photos. Les maisons, c'est là où j'habitais. J'habitais sur le campus, dans un cluster, donc c'est comme une coloc sur le campus. Et pour vous parler un petit peu de l'université, donc moi, j'étais dans l'université, j'étais à UVic, donc l'université de Victoria. J'avais 5 cours à choisir de 3 heures. Donc, il faut savoir que lorsqu'on part en échange universitaire, ça dépend énormément de là où on part, l'intensité des cours, la tolérance des profs sur les absences ou non, sur la possibilité de voyager ou au contraire le besoin d'être tout le temps sur place. Nous, au Canada, là où je suis partie en l'occurrence, c'était très relax là-dessus. Ils avaient une grande tolérance vis-à-vis des exchanges. Il y avait beaucoup de travaux de groupe, mais qui étaient datés. À côté de ça, c'était pas forcément des cours obligatoires. Ça nous prenait que 15 heures dans la semaine, donc c'était vraiment un emploi du temps plutôt tranquille, et donc on a pu vraiment profiter du Canada. Donc voilà. Sur l'université de Victoria. De toute façon, si vous avez les moindres questions par rapport aux universités, notamment celle-ci, vous pouvez me contacter. C'est Solène Daer sur Facebook. Vous n'hésitez pas. Tu peux passer du coup. C'est celle-ci de slide ou... Parce que celle d'avant, c'est... Écoute, ouais, du coup, c'était juste pour vous montrer des petites photos pour vous donner envie de partir. C'est vrai que le Canada, c'est un pays où il y a énormément d'Européens qui partent. Il y a aussi des personnes, il y avait des Chiliens, des Mexicains. J'ai
croisé très peu d'Américains qui étaient. Donc, c'est vraiment un mix culturel énorme. Bon, il y a quand même une grosse majorité d'Européens. Mais c'était vraiment super en termes d'ambiance de groupe. Tout le monde est là pour s'éclater. C'est vraiment ce qui s'est passé pendant un semestre. Donc, si vous cherchez une expérience un petit peu vraiment dans la nature, c'était pas du tout une grosse ville, mais vraiment une expérience plutôt nature, plutôt côté famille, et puis on profite tous ensemble, on voyage. Je vous conseille de postuler à l'université de Victoria. Tu peux passer à la slide d'après. Encore Donc voilà. Non, c'est bon. Bah voilà, c'était juste pour vous montrer des photos des voyages. C'est vraiment une partie du monde qui est magnifique, l'Ouest canadien. Je pense que moi, je voulais partir dans la partie anglophone du Canada. Et je pense que en termes de paysage, on est vraiment servi dans l'Ouest canadien. Ça fait très vacances, mais le semestre était ponctué. On avait des vacances pendant une semaine, mais à côté de ça, on avait chaque fois 4 jours de week-end, donc on pouvait se faire des week-ends sur l'île ou à Vancouver. Et donc vraiment, c'était une super ambiance à ce niveau-là. Tu peux passer. Alors maintenant, je vais parler un peu plus sérieusement du coup des difficultés en termes d'organisation. Comment ça se passe lorsqu'on part en échange au Canada? Alors, avant de partir, j'ai eu des difficultés. Après, heureusement, lorsqu'on part, on est avec d'autres étudiants de Neoma, donc on crée un groupe et puis on s'entraide entre nous. Mais lorsqu'on part, c'est vrai qu'il faut préparer le départ. C'est un pays qui est loin. Il y a des contraintes qui sont différentes que lorsqu'on part en Europe. Par exemple, il faut faire les données biométriques. Donc, les données biométriques, c'est pour pouvoir aller au Canada, on est obligé, là, en période Covid, de faire les données biométriques. Ça se passe à Paris. Ça prend vraiment 2 minutes, sauf que les rendez-vous sont très durs à prendre. Il faut pas oublier son passeport, ce qui m'est arrivé. Donc voilà, soyez vigilants à tous les petits trucs. Au niveau des clusters et des logements, là-bas, c'était assez compliqué de trouver des logements. Moi, j'ai eu la chance d'être en cluster, mais pareil, il faut anticiper au maximum. Faut pas oublier que c'est un budget, le Canada aussi. Au-delà du fait que c'est fun, c'est quand même un budget, donc faut en avoir conscience avant de partir. Et troisième difficulté qui s'est imposée à moi, comme disait Angelina, on peut pas alors je crois que c'est Angelina qui en parlait. La première dose, une dose de vaccin et un Covid ne suffit pas. Sauf que malheureusement, juste avant d'avoir ma deuxième dose, j'ai attrapé le Covid, donc j'ai pas pu faire ma deuxième dose de vaccin. Et donc, j'ai dû faire une quarantaine à Vancouver. Et ça, c'était un énorme coût. Ça a coûté peut-être à peu près 1 000 € de logement. Donc ça, faut l'anticiper aussi. Faut essayer vraiment d'avoir son schéma vaccinal complet avant de partir. Surtout que du coup, au Canada, j'ai dû me faire vacciner. Et ma dose n'est pas éligible en France puisqu'elle c'est Pfizer aussi, sauf que je l'ai fait 2 mois seulement après avoir eu le Covid parce que j'étais obligée. Et en France, il fallait le faire 5 mois après, donc je l'ai fait trop tôt, donc ils ne me la comptent pas comme une dose. Donc, faut bien prendre en compte ces éléments. Après, c'est un coup de pas de chance, mais faut pas oublier que ça implique quand même certaines choses de partir au Canada qui sont différentes que dans d'autres pays d'Europe. Enfin, il y a certains obstacles à passer. Là-bas, on souscrit à une assurance maladie qui est directement compris dans les frais, qui n'est pas compris dans les frais universitaires, mais qu'on est obligé de souscrire dès lors qu'on est à UVic. Donc, faut pas prendre alors, je sais pas comment ça se passe dans les autres universités au Canada, mais ici, il fallait pas prendre d'assurance maladie internationale en avance en France, sinon on était de toute manière obligé de la repayer au Canada. Donc, c'est quand même pas bien futé. Et puis, faut faire attention parce que, comme on disait aussi auparavant, les règles au Canada, c'est quand même beaucoup plus strict qu'en France. Il y a la police qui est plus aussi présente sur les campus. Il y a les polices qui sont présentes et par exemple, on n'a pas le droit de se balader avec une bouteille d'alcool, même si c'est entre 2 clusters. Il y a des fortes amendes, donc voilà, toujours être vigilant par rapport à ça.
Et du coup, la dernière chose, c'est par rapport aux conseils que je peux donner. Les trois conseils. Alors, les deux conseils que j'ai par rapport au Canada, c'est par rapport aux cartes bancaires. Moi, je sais qu'il y avait beaucoup de mes amis qui n'avaient pas pris de carte Gold et qui se sont retrouvés avec des problèmes bancaires sur place. Donc, moi, j'avais une carte Gold et j'ai pas eu de problème. Et maintenant, il y a des banques qui font des cartes Gold où tu payes 1 euro par mois. Donc, c'est pas, enfin, faut pas avoir peur d'en demander une à son banquier. Par rapport au téléphone, il y a un peu deux options. Il y en a qui gardent un forfait français avec une option internationale, mais donc on a un nombre limité de gigas. Internet, moi, c'est ce que j'avais et ça suffit amplement. Il y a la Wi-Fi sur tout le campus, donc c'est juste pour les voyages. Et il y en a aussi qui souscrivent à un abonnement sur place et ça marche aussi. Ils changent juste de numéro et c'est plus pratique par contre si on doit appeler des numéros canadiens. Donc voilà, les conseils un peu plus généraux pour ceux qui doivent faire leurs vœux pour l'international. C'est super important la localisation de l'université, mais c'est aussi important de savoir ce qu'on recherche dans un échange. Il y en a qui vont rechercher des super universités avec des niveaux de cours assez intenses et à ce moment-là, il faut bien se renseigner. Et il y en a au contraire qui recherchent plus une expérience humaine. Moi, c'était mon cas. Les cours, c'était pas forcément ma priorité. Et ça, j'en avais pas forcément conscience du fait que d'une université à l'autre, il pouvait y avoir vraiment une intensité complètement différente dans les cours dans un même pays. Donc, renseignez-vous bien avant sur l'école et pas seulement sur le pays ou la ville dans laquelle vous voulez faire votre échange. Voilà. Donc, si vous avez des questions par rapport à UVic en tout cas ou par rapport au Canada en règle générale en échange, je suis dispo sur Facebook, bien sûr. Bah, merci beaucoup, Solène. C'est vrai que ça me donne bien envie de partir. Là, j'ai envie de prendre un billet et de penser. Bah, écoutez, si vous avez des questions, ça va être à votre tour. N'hésitez pas. Ça peut être vraiment sur toutes les interventions. Il n'y a vraiment pas de questions bêtes. Donc, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat et on va répondre. Si voilà, vous avez des questions sur VIE, les PVT, même les universités à choisir, etc. N'hésitez pas. Alors, je ne sais pas s'il y avait déjà des questions, mais je crois que il y avait une question qui avait déjà été répondue sur oui, c'est ça. le voyage Canada-USA pendant VIE. Et effectivement, oui, c'est possible. Je pense qu'on peut proposer de lever la main aussi, peut-être prendre la parole directement. Je ne sais pas si on peut connecter les micros. Ah, on a une question. Il y a une question qui a été posée. Oui, d'Imad, des conseils pour trouver un stage de 3 mois au Canada, par exemple. Alors, qui veut Ouais, moi je peux simplement dire que il arrive, en tout cas j'ai souvent entendu parler de stages non rémunérés, donc des fois ça peut un petit peu faciliter les choses si vous acceptez de faire un stage non rémunéré, même si je me doute bien que c'est économiquement pas évident de faire ça. Le stage, j'ai l'impression que c'est un peu moins courant que ce qu'on connaît ici, mais il y en a quand même tous les ans. Comme je vous disais, il y a 4250 places dans le quota du stage chaque année. Il n'est pas forcément utilisé en entier, mais il y en a quand même beaucoup qui sont pris, donc c'est quand même possible. J'ai pas spécialement des noms d'organismes. Peut-être qu'Angelina aurait des conseils sur la façon d'aborder les employeurs. Je n'ai pas énormément de précisions à donner là-dessus. Ouais, non, tu as apporté un bon point. C'est pas comme en France où vraiment le stage fait vraiment partie de notre cursus. Il y a des universités qui ont des programmes très particuliers, comme tout à l'heure le co-op. Et donc les universités, comme elles sont payantes, elles aussi, il faut qu'elles attirent les étudiants. C'est un business, n'oublions pas. Et du coup, par conséquent, elles ont des accords, elles travaillent avec les entreprises, ce qui fait que il y a des compagnies qui commencent à chercher des stagiaires, mais ils appellent ça plutôt, ça peut être des jobs d'été en fait, même si c'est dans un département de finance pendant 3 mois. C'est pas. Je vous invite à aller sur Indeed et taper internship. Oui, parce que pour le Canada anglophone, je sais pas exactement pour le Québec. Puis le Québec, c'est sûr, d'un point de vue de la loi, ils sont pas obligés de vous payer. En Ontario, techniquement, ils doivent vous payer seulement
sauf sous certaines exemptions, je les connais pas par cœur parce que j'ai toujours payé mes stagiaires. Donc, juste aller sur Indeed et taper internship parce que du coup, les entreprises, elles vont aller poster leur internship là-dessus. À l'époque, il y avait une entreprise qui récupérait tous les stages qui pouvaient exister. Je crois que cette entreprise s'appelait Expectation. Talent Egg. OK. Talent comme un talent et egg comme egg. Mais du coup, il faisait des jeux de mots avec expectation. C'est pour ça que j'ai dit ça. Et en fait, c'était un peu comme c'est ça, le Indeed pour les stages, en fait. Ils avaient un espèce d'agglomérat pour les stages. Je suis allée vérifier le site web la semaine dernière avant le live avec PVT ou PVTiste, pardon. Il y avait des annonces, mais j'avais pas l'impression qu'elles étaient très courantes. Donc, le mieux, c'est si vous pouvez tirer un peu sur votre réseau, qui connaît à qui vous pouvez parler, ça peut vous aider, puis les rassurer que vous avez déjà tout en charge, que vous savez où dormir, que vous avez l'argent, enfin, que les gens soient un peu rassurés pour vous mettre en contact avec d'autres personnes. D'ailleurs, en parlant de dormir, il y a Anthony qui posait une question sur est-ce que c'est pas trop compliqué de trouver un hébergement? Donc là, ce serait peut-être la question pour Solène aussi, ou bien sûr après pour Julien, Génia et Iris. Ouais. Moi, j'ai juste un conseil, c'est de ne pas réserver quelque chose à distance. Je sais qu'il y en a qui le font. Il y en a une partie pour qui ça se passe très bien et une partie pour qui ça se passe très mal parce qu'il y a des arnaques en ligne, parce que ça peut être dans un quartier qui est beaucoup trop loin en fait du boulot, parce que ça peut être des photos où l'appartement est super beau, super clair et tout ça, alors qu'en fait il est très sombre, très humide, etc. J'ai souvent entendu parler en tout cas de ce genre de problème. Donc généralement on recommande aux gens de réserver par exemple une semaine dans une auberge de jeunesse ou un hôtel ou un Airbnb selon votre budget, votre envie de confort, etc. En sachant que vous êtes jeune et tous les auberges, c'est vraiment sympa pour rencontrer des gens. Et une fois sur place, prévoir de chercher un appartement, je pense que ça peut être bien. En tout cas, si vous cherchez à distance, veillez juste à ne pas envoyer d'argent. C'est ce que je peux donner comme conseil. Peut-être que vous passerez à côté de quelques opportunités, mais encore une fois, nous, on a entendu beaucoup de choses par le passé, donc je vous invite à être vigilant en tout cas. Ok. Je dirais assurez-vous d'avoir les fonds. Si vous êtes à Toronto, la vie est très chère. Les loyers sont… Enfin, si vous êtes à Paris, vous avez l'habitude, mais la vie est chère. On va pas se mentir. Donc, vous allez sûrement vous retrouver… Vous allez probablement chercher une coloc. Ma première coloc… Tout ce que Julie a dit, première semaine en auberge de jeunesse. Ma première coloc, l'auberge espagnole, 8 personnes dans la maison. Et là, il y avait toutes les nationalités. Donc, c'est génial parce que du coup, vous parlez pas français et vous travaillez votre anglais. Mais ouais, c'est très cher. Donc, faites vraiment vos recherches là-dessus. Ouais. Solène, tu voulais rajouter quelque chose ou pas sur ça? Moi, c'est un peu particulier parce que déjà, c'était dans un cadre vraiment étudiant et c'était sur l'île de Vancouver et c'est Victoria est une île est une ville qui était saturée en logement. Donc tout ce que je sais, c'est que il y avait énormément d'étudiants qui logeaient en fait chez des propriétaires qui avaient juste une chambre chez un propriétaire avec peu de liberté, mais ça c'est vraiment dû au contexte. L'université avait trop d'étudiants par rapport à la ville, en fait. D'accord. Alors, on a une autre question sur les VIE. Alors là, peut-être que Iris va pouvoir répondre dessus. Est-il facile d'avoir un VIE en supply chain ou en marketing digital au Canada? Et est-ce que vous avez des entreprises en tête? Alors, au Canada, je ne sais pas. En fait, je pense qu'il faut, encore une fois, je vous encourage vraiment à aller sur le site Business France. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, chaque entreprise qui propose un VIE est obligée de mettre l'offre en fait sur le site de Business France. C'est-à-dire qu'en allant sur le site de Business France, vous allez vraiment avoir toute la liste des VIE qui sont proposés par pays. Vous pouvez faire des recherches par pays, par métier. Donc voilà, moi j'irai directement sur sur le site de Business France. Je choisirai Digital Canada et vous aurez directement
la liste qui sera affichée. Je voulais juste rebondir aussi, un des bénéfices dont j'ai pas fait part avant lors de mon intervention. Qui dit contrat français dit aussi vacances françaises. Et donc, du coup, lorsque vous êtes en VIE, vous avez, peu importe donc où vous êtes, que vous soyez en Chine, au Canada ou n'importe où, vous avez les 30 jours de vacances, ou je ne sais plus si c'est 25 jours, requis, qu'on a d'emblée, en fait, quand on signe un contrat français. Et c'est vrai que, du coup, c'est pas négligeable. Et dernier point, juste pour compléter sur le logement, en fait, je rejoins vraiment ce que Angelina et Julie ont dit sur plutôt être sur place pour trouver quelque chose. Je pense que c'est vraiment primordial. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a beaucoup de sites. Et moi, en fait, j'ai commencé comme ça aussi pour trouver en fait mon logement au début. Vous avez plein de groupes en fait de communautés sur Facebook qui sont spécialisés dans les recherches d'appart. Et donc, c'est vraiment communautaire. Chacun poste des annonces pour des colocs ou même des appartements que vous pouvez louer. Et je pense que ça vaut le coup aussi pour répondre à la question. Enfin, il y avait sur la question de recherche d'un stage de 3 mois, ça vaut peut-être le coup de se mettre sur une fois que vous avez identifié peut-être la ville où vous souhaitez faire votre stage, intégrer ces communautés sur Facebook. Alors, il y en a plusieurs. Hein. Il y a Francophone à Toronto. Il y en a une pour les filles, par exemple, ça s'appelle Girls Gone International. Et en fait, ces genres de communautés, vous les retrouvez souvent dans chaque grosse ville de différents pays. Et c'est vraiment, en fait, c'est vraiment facile de créer votre réseau grâce à ces communautés, de poser vos questions, d'être préparé et aussi de trouver de l'information de gens en fait qui sont vraiment sur place et qui vivent au quotidien au Canada et qui peuvent connaître telle personne qui va louer son appart ou autre, etc. L'autre point, c'est qu'il y a aussi, alors tout dépend du timing, mais il y a beaucoup de gens aussi qui rentrent chez eux l'été ou à Noël et du coup qui sous-louent leur appart. Donc ça peut être aussi un bon plan pour trouver un hébergement peut-être à moindre coût ou autre. Voilà. Alors, merci Iris. On avait une question de TK. Alors pour Solène, est-ce que Victoria était ton premier choix et sinon pourquoi? Et en termes des notes, notamment académiques, tu étais placée à peu près combien? Je pense que c'est pour savoir les chances de partir, je vais dire. Et avec combien aussi d'étudiants t'es partie? Alors 3 questions. Alors, du coup, non, Victoria, c'était pas mon premier choix parce que avec le Covid, moi, j'avais mis le Canada, mais je pensais pas du tout avoir le Canada. Et du coup, je l'avais mis au milieu de mes vœux vraiment qui étaient plutôt axés Europe. Je l'avais mis, en fait, j'avais mis les pays scandinaves et ensuite j'avais mis le Canada et ensuite j'avais mis plein d'autres destinations en Europe. Et j'ai pas eu les pays scandinaves, mais c'était mon premier vœu au Canada, Victoria. Et du coup, je pensais pas du tout avoir le Canada, donc je m'étais pas trop imaginé partir là-bas, mais j'étais bien sûr trop contente, mais j'avais peur qu'avec le Covid ça puisse pas se faire. J'ai eu vraiment de la chance sur ce coup-là, parce que le semestre d'avant ça a pas pu se faire, ça a pu se faire mais en distanciel. Et du coup où j'étais classée, j'étais à peu près 400 sur 900, donc pas un classement. Moi, je m'imaginais que pour partir au Canada, il fallait être vraiment dans les meilleurs parce que c'est des destinations qui sont très appréciées des Européens. Mais en fait, je pense qu'avec le Covid, il y a des personnes qui ont fait d'autres choix. Et puis Victoria, comme c'est vraiment très loin aussi, c'est des destinations qui font peut-être plus peur que Montréal ou que Toronto, qui sont sur la côte est. Mais voilà, non, j'étais pas la meilleure élève de Neoma, j'étais disons dans la moyenne. Et je crois que je suis partie avec des personnes qui étaient classées dans les 600. Donc voilà, on était 6 de Neoma. Et donc 3 de Reims, 3 de Rouen. Et voilà, donc vraiment, classez pas vos vœux en fonction de ce que vous pensez avoir, mais en fonction de ce que vous voulez avoir, c'est tout. Et juste par rapport à l'IELTS, je sais pas trop comment on dit ça, mais l'IELTS. Ouais. T'avais une bonne note ou est-ce que tu t'en souviens? J'avais 7, donc assez classique, mais
ils demandaient un minimum de 6,5 avec des minimums dans chaque catégorie, je crois. Je crois que c'était 5,5 partout. Mais voilà, mais assez classique, encore une fois, j'étais pas excellente, quoi. D'accord, ok. Et alors, TK, il veut revenir aussi sur la question des VIE. Donc, alors, peut-on revenir sur la condition pour le VIE de ne pas avoir, alors, pardon, ou d'avoir, oui, de revenus au Canada? Par exemple, si on part en échange, puisqu'on trouve un stage ou un job d'été, après ou pendant l'échange, ça veut dire qu'on ne pourra pas faire un VIE après. Ah oui, ce qu'il veut dire, je pense, c'est est-ce que si par exemple on prend un VIE et que finalement on change d'idée et qu'on choisit plutôt un stage ou un job d'été, est-ce que du coup ça veut dire oui? Je crois que sa question, c'est parce que tout à l'heure, j'étais étonnée aussi sur la slide de Iris, il y avait marqué on n'avait pas de revenus canadiens. Mais je pense que ce que Iris voulait dire, c'était que c'était la France qui nous payait. Mais ça veut pas dire. Alors, comment expliquer? Si tu fais un échange et qu'ensuite tu veux rester en VIE, tu pourras tenter d'obtenir un VIE pendant ton échange. Et si jamais tu as fait un permis stage entre-temps parce que tu as fait un stage ou que tu as eu un autre permis de travail entre-temps parce que tu as fait un job, il n'y a pas de souci, tu seras éligible au VIE. Mais simplement, c'est vrai que c'est pas une entreprise canadienne qui va te payer pendant ton VIE, mais bien la France. C'était ça la petite nuance. Par contre, attention, pour un job d'été, faudrait peut-être demander à Solène, est-ce qu'à la fin de votre échange universitaire, vous avez le droit de travailler pendant l'été, ou est-ce que une fois les études terminées, vous pouvez plus du tout travailler à côté de vos études? Si on a le droit. Ok, si, il me semble très bien. qu'on avait le droit. Ok. Donc, effectivement, quand on étudie au Canada, on a le droit de travailler normalement 20 heures par semaine à côté de ses cours et à temps plein pendant les vacances scolaires. Et donc, a priori, de ce que dit Solène, il y a aussi l'été. Mais si vous gagnez de l'argent pendant vos études ou voilà, il n'y a pas de problème, vous êtes éligible au VIE. Je pense que c'est ça la question. Si je suis complètement à côté de la plaque, n'hésitez pas, la personne qui a posé la question, n'hésite pas à le dire. Voilà. Et par rapport à ça, justement, j'ai une question. Est-ce que, par exemple, si on s'est inscrit au VIE, on a été choisi, mais que finalement on choisit, je vais dire, un autre stage, est-ce qu'on pourra quand même postuler, par exemple, l'année d'après au VIE, ou dans ce cas-là, on n'est plus éligible? Alors, si on obtient une place au VIE, généralement on n'annule pas parce que ça veut dire qu'il y a une entreprise qui veut nous prendre, et en VIE c'est pas si facile que ça. Il y a beaucoup de concurrence, donc généralement les gens ils annulent pas. Mais si tant que t'as pas obtenu le VIE, c'est-à-dire que t'es pas vraiment allé tout au bout de la demande à faire la biométrie, etc., dont Solène parlait là pour aller à Paris et tout, tu peux dire non, finalement j'annule ma demande. Mais quand tu l'obtiens, c'est considéré comme obtenu. Voilà. J'espère que c'était ça ta question. En tout cas, stage et VIE, c'est pas pareil, hein, du tout. Oui. Je repréciserai. Et alors, oui, pardon, vas-y. Pardon, un point à noter, c'est qu'on peut faire qu'un seul VIE dans toute sa vie. Oui. Donc, autant, faut réfléchir quand on choisit sa destination, qu'on prend cette mission. Faut pas prendre cette décision à la légère. Alors, on avait une question de Charline. Est-ce que vivre avec 2300 € à Toronto, est-ce que c'est suffisant pour bien vivre, ou est-ce que… Alors, Charline, est-ce que tu as une période peut-être de temps, parce que je sais pas… C'est peut-être par mois. Ce serait le salaire peut-être en VIE. Je sais pas si c'était ça la question. Je pense que ça doit être ça. Si tu es en VIE et que ton loyer il est déjà payé, je pense que tu es bien, parce que en dollars canadiens, on est sur presque du 3000 de tête, 3000, 3200 $. Oui, si le loyer est payé, tu es la reine. Oui. Sinon, colocation. Et puis, ça passera, quoi, sans être non plus hyper riche, ça commencera à être pas mal. D'ailleurs, j'ai pas précisé tout à l'heure, mais sur PVT, vous avez beaucoup de dossiers thématiques qui peuvent vous intéresser, même si vous partez pas en PVT. On en a un, c'est trouver un logement au Canada. L'autre, c'est le coût de la vie au Canada. N'hésitez pas à aller vous balader un peu dans nos infos sur le site, parce qu'on aborde un peu, plein de choses, même la recherche d'emploi, l'achat d'une voiture, etc., selon vos projets. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, alors TK et autres précisions du coup. Pendant qu'on étudie, vous dites qu'on peut travailler à côté des études 20 heures par semaine. Est-ce qu'il faut un permis pour le faire? Non, ça va, c'est inclus. C'est-à-dire que dès qu'on est étudiant au Canada, ils considèrent qu'effectivement, c'est bien on a besoin de gagner un peu d'argent à côté. Donc, il n'y a pas besoin de permis pour ça. Ça, c'est cool. Et quand on étudie au Canada, on est éligible à la suite à ce qu'on appelle un permis de travail post-diplôme.
qui est normalement soit de la durée de nos études, soit sur certains cursus, ça peut monter directement jusqu'à 2 ou 3 ans. Ça dépend peut-être des provinces aussi, il faudra vous renseigner. Mais donc, pour ceux qui veulent pas juste partir 1 an ou 2 étudier, il y a cette option derrière d'avoir ce permis de travail post-diplôme qui ressemble beaucoup à un PVT, dans le sens où pour l'obtenir, il n'y a pas besoin d'avoir un employeur. Et une fois que vous l'avez, vous pouvez travailler pour n'importe qui, dans n'importe quelle province canadienne et changer d'employeur quand bon vous semble. Voilà. Ok. Alors, il y a une question aussi de Juliane. Après son échange d'un semestre... Alors, la question, elle a bougé. Après son échange d'un semestre au Canada, est-ce qu'on peut enchaîner sur un stage COP d'un autre semestre? Est-ce que ça se fait facilement? Ça, je vais moins savoir, peut-être Solène. Ouais, je vois pas pourquoi ça pourrait pas se faire, sachant que le deuxième stage pouvait se faire à l'étranger. Donc, je pense que c'est plus simple d'être au Canada si on veut chercher un stage là-bas. Mais en soi, j'ai pas eu l'occasion, mais j'aurais pu faire un stage au Canada. Je connais une fille de Kedge qui va faire ça. Donc oui, je pense que c'est tout à fait possible. Il faut juste que moi, j'avais un permis d'études, donc il faut avoir un permis de travail. Mais en soi, c'est juste de l'administratif à gérer. Écoutez, je crois qu'on arrive au bout des questions. Je pense que du coup, c'est à peu près tout bon. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir arrêter la conférence par là. Écoutez, je vous remercie à tous et à toutes d'avoir été là ce soir, en particulier à nos 4 intervenantes. Et, merci Maëlys. Et je précise qu'il y a des questions qui reviennent ultérieurement sur notre compte Instagram PVTiste. Je fais 1 fois par semaine un live questions-réponses sur tous les pays du PVT. Si vous avez des questions qui vous reviennent dans 1 mois, 2 mois, vous pourrez me retrouver là pour la poser. Ou sinon, vous allez sur pvtiste.net. Mais pour ceux qui ont Instagram, ça peut être aussi une façon de poser vos questions. Voilà. Oui, je pense qu'on mettra tous les liens dans un autre, sur le site de l'association pour que vous les retrouviez tous. Et les lives de Julie sont toujours super intéressants. C'est une mine de sources d'informations. C'est incroyable. J'ai pas besoin de PVT, mais j'adore l'écouter parce que j'apprends plein de choses. Merci, Angelina. Alors, n'hésitez pas, allez-y. Écoutez, merci à tous. Et voilà, merci à vous. Et puis, vous allez être noté. Pardon, j'ai une question. Vous allez être noté sur ça. Comment ça se passe? Non, c'est juste. Alors, pas du tout. C'est vraiment parce qu'on est passionné du Canada et de l'international. C'est vraiment. D'accord. C'est pas un projet où vous êtes noté ou quoi? C'est juste. Cool. Non, c'est dans le cadre d'une association. C'est une association de l'école. Donc, nous, on est le pôle qui s'occupe de l'international. Et c'est dans ce cadre-là. C'est pas du tout dans le cadre des cours. Ok, super. Merci à vous, du coup, de prendre le temps. Ouais, merci beaucoup de faire ça pour tout le monde. Merci à vous, surtout. Merci à vous et surtout. Beaucoup. Bonne soirée, bonne journée. Bye bye. Bonne soirée, merci. Bonne soirée tout le monde. Au revoir.